Merci Camille, bonjour à toutes et à tous. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à ce séminaire pour au moins deux raisons. La première, c'est que du fait de mes activités depuis quelques années à la Mèche, j'ai malheureusement bien eu le temps de participer aux travaux du labo. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver les collègues et les doctorants. Et puis par ailleurs de répondre à l'amical invite de Rémi à propos de cette journée. Alors, par ailleurs, j'arrive au terme de ma carrière universitaire et puisque je vais faire valoir mon droit à retraite à partir d'octobre prochain, eh bien, c'est l'opportunité de s'interroger un peu sur les figures inspirantes qui ont marqué ma trajectoire. Alors, j'aurais pu vous présenter un ou plusieurs auteurs qui m'ont particulièrement marqué dans le champ des sciences humaines et sociales. Alors, j'aurais pu vous parler de Freud, de Lacan, de Devreux, de Canguilhem, de Guillet, de Bourdieu, de Sartre, de Foucault, de Toscaïès, d'Houry, de Freinet, de Dewey et bien d'autres. Mais je n'ai pas connu personnellement ces auteurs. Et du coup, j'ai choisi de vous parler plutôt de chercheurs et d'auteurs que j'ai eu la chance de croiser et qui ont été des figures tutélaires pour moi, et à qui je voudrais ici rendre hommage, d'une part, mais dans la perspective d'une épistémologie de la reconnaissance et de la gratitude qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je vais convoquer ici un auteur que j'ai connu, qui s'appelle Max Pagès, autour de cette notion d'épistémologie de la gratitude. Et en fait, Max Pagès revenait sur l'histoire de la psychosociologie, donc qui est une discipline plurielle, un petit peu comme les sciences de l'éducation d'une certaine manière, et qui insiste tout à la fois sur l'importance de disciplines parfois très hétérogènes dans la construction de ce courant de recherche, mais aussi sur la place des individus qui composent les réseaux qui constituent ce courant. Encore une fois, on peut faire l'analogie avec les sciences de l'éducation. Alors voilà ce qu'il dit. La création intellectuelle se joue toujours, en particulier dans ces moments cruciaux de naissance et de bifurcation, dans un échange entre donateurs d'idées et des donataires, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les idées reçues et les modifient. La reconnaissance par les donataires de leur dette intellectuelle envers les donateurs permet la différenciation des idées, l'autonomie et la création intellectuelle. Il ne s'agit pas uniquement d'une reconnaissance affective ou sentimentale envers la personne du donateur, mais bien d'une reconnaissance du don d'idées, de ce que l'on reçoit de lui. Celle-ci permet l'identification précise de ce que l'on doit à l'autre et de ce qu'on ne lui doit pas, de ce qu'on accepte de lui et de ce que l'on refuse, de ce qu'on ajoute et de ce qu'on modifie. De même qu'au niveau interpersonnel, la reconnaissance de la filiation permet la séparation, l'autonomie et la croissance. Au niveau des idées, la reconnaissance de la dette intellectuelle permet la séparation des systèmes de pensée, leur articulation et la création intellectuelle. C'est ce que j'ai appelé, dit-il, l'épistémologie de la gratitude. Alors, je suis particulièrement sensible à cette question parce que je crois que nos parcours respectifs ne peuvent pas se déployer sans justement la référence à ces figures tutélaires que nous avons rencontrées les uns les autres, et puis un certain nombre d'appuis parmi des collègues avec lesquels on va construire des projets de recherche, des carrières communes. Alors pour ma part, le cœur de mes recherches, eh bien, elle concerne la question du sujet, plus particulièrement la question du sujet parlant de son écoute clinique. Alors si je le formule comme ça, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une question essentiellement psychanalytique, et c'est effectivement pour partie vrai, mais c'est aussi pour moi une question épistémologique, une question anthropologique, une question sociologique, mais également une question éducative. Alors, puisqu'il s'agit d'écouter le sujet parlant, eh bien, il faut distinguer très classiquement les verbes entendre et écouter. Très usuellement, entendre renvoie à l'action de percevoir par l'ouïe, alors qu'écouter présuppose la capacité de prêter oreille attentive à autrui. Dans le premier cas, l'attitude peut être tout à fait passive, alors que dans le second, l'inaction relative s'efface au bénéfice d'un effort d'attention à l'autre. Donc cette distinction entre entendre et écouter, simple et coutumière, n'est cependant pas sans conséquence sur le développement que je voudrais vous proposer. Écouter, tâche éminemment complexe que je souhaiterais un peu éclairer, présuppose de pouvoir entendre, mais il n'est pas certain que les injonctions qui pèsent aujourd'hui sur les professionnels de la relation, des métiers de l'humain, de l'éducation, le permettent si aisément. Dans bien des cas, le souci technocratique de rationalisation des procédures scotomise la possibilité même d'entendre le sujet, alors que se multiplient grilles de cotation, d'évaluation, supposées rendre compte d'une réalité objective qui, de manière apparemment paradoxale, éloigne un peu plus encore les professionnels des personnes qu'ils sont chargés d'accompagner. D'une autre manière, le projet d'une clinique narrative que j'ai essayé de déployer au cours
de mes travaux, en contrepoint d'un objectif résolument scientifique, cherche à promouvoir une intention éthique de la relation intersubjective, étroitement articulée au champ d'action des approches biographiques et plus particulièrement de la sociologie clinique et de la recherche biographique en éducation. Alors, du coup, vous voyez bien que ce type de travaux nécessite une implication personnelle, l'implication du chercheur par rapport à son objet en matière de recherche clinique en sciences sociales. Et je voudrais vous citer quelques mots de Jean-Philippe Gouillot qui dit ceci. Lorsqu'on désigne un objet de recherche, il y a une illusion à penser que le fait de le désigner comme tel lui donne une pureté d'inscription. La désignation des objets de recherche est inscrite dans l'imaginaire social et rencontre l'intérêt du chercheur dans sa problématique personnelle et ses appartenances sociales. L'exigence de l'approche clinique est de tenter de ne pas opérer un refoulement de ces inscriptions en mettant au cœur de la réflexion sur le processus de recherche, l'inclusion même du chercheur dans le processus. Alors l'affaire n'est pas nouvelle, bien sûr, et je vous ai parlé tout à l'heure de Delvaux qui disait combien l'analyse du contre-transfert est finalement le cœur de la pratique du chercheur en sciences humaines et sociales, et je pense qu'il a profondément raison. Pour ma part, peut-être pour aller très vite, je pense qu'il me reste 3-4 minutes, j'imagine, les implications de mon parcours de formation dans mon parcours intellectuel se décomposent en 5 temps. Premier temps, d'abord, j'ai quitté le système scolaire assez rapidement pour entrer, comme on disait à l'époque, dans la vie active. Et mon premier emploi était un poste d'aide-soignant dans un centre de réadaptation neurologique. Et là, finalement, je me suis trouvé confronté à des patients dont l'autonomie était particulièrement réduite. Et c'est là où, finalement, j'ai pu saisir dans l'activité la distinction entre faire des soins et prendre soin, ce qui a été de nature à orienter quelques travaux de recherche ultérieurs. Deuxièmement, j'ai eu la chance d'expérimenter un travail personnel au niveau de la psychanalyse. Et cette exploration de ma psyché individuelle m'a non seulement conduit à me dégager d'un certain nombre de difficultés personnelles par le biais de l'introspection, mais aussi permis d'acquérir une expérience clinique dans la possibilité de saisir les articulations entre ma propre subjectivité, celle d'autrui, et les contextes dans lesquels nous sommes amenés à faire de la recherche. Troisième temps, c'est un temps important d'expérience dans le champ de la psychothérapie institutionnelle, et j'ai eu la chance de travailler avec des psychiatres, des patrons de service qui avaient été formés à Saint-Alban. Et la variété des champs théoriques qui étaient déployés dans ce type d'institution, psychothérapie institutionnelle, psychanalyse, psychodrame, sociothérapie, psychosociologie, approche rogerienne, approche systémique, approche cognitivo-comportementale, etc., elles m'ont permis de développer à la fois une connaissance conceptuelle et clinique de différentes approches psychothérapeutiques, mais aussi de relativiser la tentation parfois hégémonique de certaines d'entre elles, et je pense en particulier ici à la psychanalyse. Quatrième temps, c'est le début de mon parcours de recherche, et où, par souci d'objectivité scientifique, j'ai dans un premier temps opté pour des outils cliniques qui mettaient le plus possible à l'écart la subjectivité de l'observateur. Et alors, j'ai dissocié à ce moment-là mon expérience clinique personnelle et professionnelle du travail de recherche engagé en cherchant à me placer à l'écart de mon objet d'investigation avec des outils statistiques, des outils de mesure. Donc, j'inscrivais mon travail dans une perspective de cybernétique de premier ordre où l'observateur est considéré comme se situant à l'écart du système observé. Tout ça au bénéfice d'une observation scientifique supposée rigoureuse. Et en même temps, je me suis très vite aperçu que ces outils, malgré leur intérêt, ne me disaient pas grand-chose de la clinique et de l'histoire des personnes avec lesquelles je travaillais. Et là, en fait, j'ai rencontré un certain nombre de personnes que je voudrais citer ici pour leur rendre hommage. Georges Lerbet, qui est un logicien systémicien, qui a suivi justement ces travaux à forte prétention scientifique, tout en attirant mon attention sur leurs limites. Deuxième personne qui a marqué ma trajectoire, c'est Gaston Pinault, qui est le promoteur des histoires de vie en formation et qui a finalement assuré la transition entre ces approches très objectivantes et des approches plus attentives à la subjectivité qui m'ont conduit ensuite à faire une thèse sur ces questions. Guy de Villers, philosophe et psychanalyste, qui m'a permis d'approfondir les questions cliniques. Et puis enfin, un collègue et ami, Vincent de Goljac, donc qui est le promoteur de la sociologie clinique et qui, lui, a attiré mon attention sur les articulations nécessaires entre les facteurs culturels et sociologiques et le fonctionnement intrapsychique
des sujets avec lesquels nous sommes amenés à travailler. Et toutes ces personnes, ces 4 personnes en particulier, ont été vraiment des figures tutélaires importantes pour moi, et je sais la dette que je leur dois. Et je dois ajouter à ces personnes, évidemment, tous les amis avec lesquels j'ai travaillé, dont certains sont dans cette salle, et qui sont venus également en appui de la carrière que j'ai eu la chance de faire à l'Université de Lille. Voilà, j'espère avoir respecté le temps.